Bonjour les croque-lecteurs, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super bien, même s'il a fallu recadrer les cinquièmes. Je vous retrouve pour parler d'un manga, évidemment, en compagnie de Romain. Alors, c'est parti pour le voyage littéraire. Attachez votre ceinture. Au menu, cette semaine, nous commencerons directement avec les amuse-gueules et l'actualité de la bande dessinée japonaise. Ensuite, pour le plat du jour, nous allons vous donner notre avis sur le nouveau manga de Hiro Mashima, Eden Zero, dont vous avez sûrement entendu parler. Et pour la cerise sur le gâteau, une nouvelle interview, celle de Bertrand Puard. Quelle future série pourrait nous plaire selon toi ? J'en ai déniché deux qui ont un vrai potentiel. Le premier manga s'intitule Aku le chasseur Moji. Il paraîtra le 6 février aux éditions Pika. Durant la préhistoire, le sage de la tribu dévoile au nouveau-né Aku un destin funeste. Il recommande à ses parents de le sacrifier, mais son père, le meilleur chasseur, en décide autrement. Il doit tuer une dangereuse bête des plaines pour sauver son fils. Le second titre, Rania Crimson, sortira le 15 février chez Kana. Le héros, Rania, fait équipe avec une très talentueuse chasseuse de dragons alors qu'il est plutôt faible. Il espère que cette situation pourra durer indéfiniment. Mais quand il croise un adversaire impitoyable, Rania doit faire face à un choix, passer un pacte avec l'ennemi. Romain pour le sushi, présente-nous le manga que nous avons sélectionné. Il s'agit du tout nouveau titre de Hiro Mashima, l'auteur des séries Rave et surtout Fairy Tail, qui a remporté un succès énorme et qui s'est achevé il y a quelques mois. Voici le mangaka de retour avec Eden Zero, toujours publié chez Pika. Alors de quoi parle ce manga? Rebecca, jeune bécubeuse qui rêve de millions de vues, et Happy, son chat bleu, débarquent sur l'île de Grande-Belle. L'île est réputée pour être gérée par des robots. Cela fait une centaine d'années qu'ils n'avaient reçu aucune visite. En se promenant dans la forêt, Rebecca et Happy se font attaquer par un chat robot géant. Ils sont sauvés par Shiki, un garçon aux bras sauvages, au pouvoir extraordinaire, qui a vécu depuis toujours ici. Rebecca et Happy sont les seuls êtres vivants qu'il ait jamais vus. Il les invite alors à boire et manger. Il leur explique que les robots sont tous ses amis et que son rôle sur Grande-Belle est de les réparer. Le matin, Rebecca se réveille attachée, tout comme Happy. Les robots se sont rébellés contre les humains. Au moment où le chef des androïdes décide de les brûler, Shiki intervient et se bat en vain contre sa seule famille pour sauver cet inconnu. Le plan des machines est simple, partir avec le vaisseau de Rebecca et ne plus se soumettre aux humains. Les trois héros fuient donc la planète en laissant les robots qui en fait avaient tout organisé pour que Shiki parte avant qu'il ne tombe définitivement en panne. Ils partent alors à travers l'univers. C'est une nouvelle vie pour le garçon. La bécubeuse emmène alors Shiki dans sa guilde où un hologramme montre une femme géante à la peau bleu foncé et blanche. Celle-ci, nommée Mother, demeure un mystère total, seulement vu par un homme. Pourtant, Shiki est certain de se souvenir de cette femme. Même si personne ne le croit, Rebecca et Happy commencent à se poser des questions sur Shiki à la force extraordinaire. Qui est la femme géante sur son trône dans l'univers? Nos aventuriers arriveront-ils à la trouver? Qui est réellement Shiki? Dis-moi Lucas, qu'en as-tu pensé? J'ai particulièrement apprécié Eden Zero de Hiro Mashima. Parlons dans un premier temps des dessins. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on reconnaît immédiatement le trait du mangaka. On n'est absolument pas surpris. Dès la première page, on retrouve directement le style de l'auteur. Pas besoin de comparer avec ceux de Fairy Tail, sa précédente série. Ils sont en tout point identiques, surtout les personnages. Rebecca ressemble comme deux gouttes d'eau à Lucy. Mashima remplace même Happy et plus du manga Rave. Si les dessins ne m'ont pas surpris, j'ai par contre adoré la space fantasy, genre créé par le mangaka qui nous change tout à fait de Fairy Tail. L'univers semble tout à fait mystérieux, centré autour de Mother, qui devient le centre de la quête de Rebecca et Shiki à travers l'univers. L'auteur ajoute également une part technologique intéressante. Ainsi, par exemple, il y a la présence d'un réseau social ressemblant en tout point à notre YouTube, nommé BCube. Rebecca tentant de s'y faire une place grâce à ses vidéos. Qu'as-tu pensé du héros de ce manga? Enfin, ce qui semble le plus réussi dans ce manga, c'est Shiki, le personnage principal d'Eden Zero. Tout d'abord, je dois dire que la naïveté ou la bêtise de Shiki, c'est son nom le point de vue, donne un côté humoristique à ce manga. Ainsi, quand Shiki découvre pour la première fois une humaine, il touche le corps de Rebecca pour savoir comment elle est constituée, rappelant la première scène de Dragon Ball.
Ensuite, il m'a paru intéressant de ne rien savoir des origines de Shiki. Au début du manga, nous découvrons Shiki, seul humain qui vit sur une planète uniquement peuplée de robots. Comment y est-il arrivé? Quelles sont ses origines? Autant de points qui dans ce tome 1 ne trouvent aucune réponse. Le mystère est total. Mais comme tout héros de shonen, Shiki est un personnage au grand cœur. Shiki n'hésite pas à partir sauver Happy alors qu'ils ne se connaissent que depuis peu. Quel est ton bilan sur cette nouvelle série? En définitive, le manga Eden Zero est un titre prometteur, pas pour ses dessins, même s'ils demeurent d'excellente qualité, mais bien pour son scénario et ses personnages qui laissent présager le meilleur pour la suite. Merci Lucas pour cet avis sur lequel je te rejoins. C'est maintenant l'heure de l'interview. Il est temps de laisser le micro à Bertrand Puard. Vous avez écrit des romans sur la jeunesse d'Alexandre Dumas et d'Émile Zola. Pouvez-vous nous présenter le principe de cette série ? Alors c'est une série que je publie chez Hachette Roman, donc qui est mon éditeur historique avec lequel j'ai travaillé et j'ai démarré en littérature jeunesse avec Les Effacés. Et c'est une série qu'on avait envie de faire depuis assez longtemps, travailler sur l'enfance des écrivains, donc Alexandre Dumas, Émile Zola, faire un récit d'aventure dans leur véritable enfance. C'est-à-dire, en fait, le principe de la collection, c'est une semaine d'aventure imaginaire dans l'enfance réelle de ces écrivains, de ces jeunes écrivains, de ces adolescents. Quand le livre démarre, tout est vrai, le livre se déroule, et à la fin du livre, quand le livre se referme, l'aventure se referme, tout est à nouveau vrai, et ils ont vécu une semaine d'aventure pendant laquelle leur vocation d'écrivain va se raffermir. Et le récit Alexandre Dumas, c'est un récit de cap et d'épée, avec des combats à l'épée, de l'escrime, etc., qui rappellent évidemment les grandes œuvres d'Alexandre Dumas, notamment Les Trois Mousquetaires. Chez Émile Zola, on est plus dans une chasse au trésor autour du père, de la figure du père d'Émile Zola et de l'arbre généalogique. L'arbre généalogique a été au cœur de l'œuvre de Zola avec les Rougon-Macquart. Et l'idée, évidemment, c'est de travailler, moi en écrivant ces livres-là, sur l'intertextualité. C'est-à-dire que pendant cette semaine d'aventure, ils vont vivre énormément de choses, rencontrer des personnages qu'on va retrouver ensuite dans leur œuvre, des thèmes, des thématiques, des lieux. Et donc c'est une porte d'entrée, et c'était vraiment l'envie qu'on avait avec mon éditrice de travailler sur cette collection, une porte d'entrée pleine d'aventures vers les grandes œuvres de ces écrivains. Avez-vous eu besoin de beaucoup de recherches ou avez-vous voulu conserver une certaine liberté pour votre écriture ? Alors exactement les deux. C'est-à-dire que beaucoup de recherches parce que il faut que tout soit exact sur les lieux quand le roman démarre, dans quelle ville habitait Alexandre Dumas, avec qui il vivait, où il allait au collège, qui étaient ses amis, mais garder la liberté pendant le livre, et donc pendant cette aventure imaginaire, garder la liberté de faire tout ce que je souhaite voir faire à ces adolescents, en respectant évidemment leur époque et leur ancrage historique pour évidemment qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Mais donc ce sont des romans qui sont à la fois hyper documentés sur les écrivains, sur la biographie des écrivains et sur l'œuvre des écrivains, mais je garde évidemment aussi beaucoup de liberté pour développer mon imaginaire et leur faire vivre et cette aventure de cap et d'épée avec Alexandre et cette chasse au trésor avec Émile. Qui sera le prochain personnage dont vous souhaitez écrire la jeunesse ? Alors j'ai écrit, ça sort en février, un Victor, donc évidemment Victor Hugo, l'indomptable Victor, qui sera un récit autour de la disparition de son frère et d'un chandelier. Voilà, donc toujours pareil, avec plein de clins d'œil et plein d'indices à traquer comme ça dans son œuvre, et puis un récit très entraînant qui va l'amener de Paris aux côtes vendéennes pendant cette semaine. Et puis j'aimerais ensuite faire une écrivaine, et donc faire quelque chose autour de George Sand, qui est une auteure extraordinaire qui a vécu son enfance dans le Berry, qui est une région qui est chère à mon cœur et qui en plus est toujours une terre de sorcellerie, avec des monstres, des fantômes, des vieilles légendes, et donc ça se prêterait très bien au principe de la collection. En parallèle, vous écrivez la série L'Archipel. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors c'est totalement différent évidemment puisqu'on n'est pas là dans le roman historique, on est dans le thriller, dans le roman d'aventure contemporain. On est aussi un petit peu plus haut en âge puisque c'est des romans qui peuvent être lus à partir de 12 ans pour les bons lecteurs, 14 ans pour les autres. Et là c'est en fait l'histoire autour de sosies. On a chacun à peu près 4 à 5 sosies en moyenne. C'est une loi de la génétique. La différence qui se fait physiquement sur chaque personne se fait sur très peu d'ADN, 0,1%. Sinon tout notre ADN est le même. Et donc on a 4 à 5 sosies en moyenne. Et là, 2 ados, un, le fils d'un trafiquant d'armes international qui va bientôt être arrêté par la police, et un autre qui est en rupture avec ses parents, en rupture avec le système scolaire et qui retape un vieux monastère dans le sud de la France. Et cet innocent va être kidnappé, mis à la place du coupable, va donc avoir un procès express, être enfermé dans la pire prison du monde, qui est la prison qui s'appelle l'Archipel, qui est située en Antarctique, qui va clamer son innocence, et pendant le même temps, le vrai coupable va prendre sa place dans le monastère. Et le récit, c'est évidemment comment ils vont finir par se rejoindre, par quel biais, quels sont les grains de sable qui vont venir gêner cette belle intrigue et cette substitution de sosie. Avec cette série, vous revenez à votre premier titre, Les Effacés, avec un scénario aux multiples rebondissements. Quel travail, justement, effectuez-vous sur un tel scénario pour favoriser le suspense ? C'est une grosse préparation, c'est une préparation différente. Là aussi, c'est une grosse préparation sur les romans historiques, parce qu'évidemment, il y a tout un aspect historique à appréhender. Là, on est dans notre monde, donc c'est peut-être sur le background un peu plus facile à appréhender pour moi. Moi, je travaille sur un chapitrage. C'est-à-dire que quand j'ai mon histoire en tête, je vais... et ça va me prendre beaucoup de temps. C'est une période de travail qui est beaucoup plus longue même que la période de l'écriture. C'est-à-dire il faut que j'arrive à couper, à séparer mon texte en parties pour qu'il n'y ait jamais de temps mort et pour qu'il soit entraînant chapitre après chapitre. Et puis travailler à ce qu'à la fin de chaque chapitre on soit sur un cliffhanger, ce qu'on appelle un cliffhanger. Il n'y a malheureusement pas d'équivalent français. Cliffhanger, c'est cette idée de l'homme attaché à la falaise, et est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il ne va pas tomber, c'est le suspense de fin de chapitre. Donc c'est des choses que je travaille énormément, et je ne me mets à l'écriture d'ailleurs que quand le chapitrage est complet et que il me semble être le plus abouti possible pour justement maintenir cette tension. Vous avez aussi écrit un livre dont vous êtes le héros. Qu'avez-vous apprécié dans cette écriture particulière ? Quelle différence avez-vous pu constater ? Alors le livre dont vous êtes le héros, j'en ai d'ailleurs même fait 2, il y en a un troisième qui sort. Moi j'aime beaucoup faire ça parce que d'abord moi j'adorais les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire quand j'étais ado, il y avait cette collection chez Folio, les juniors, les loups solitaires, les défis fantastiques, et j'en faisais beaucoup. C'était je les relisais, etc. J'aime bien l'idée de livres qu'on peut relire, qui offrent à chaque fois une fin différente. Pour moi, c'est quand on prépare un roman, on fait des choix. On fait des choix sur les personnages, ce qui leur arrive, comment ils démarrent dans l'aventure, comment ils la finissent, comment ils la terminent. On fait des choix sur les lieux, ce qu'ils vont explorer. On fait des choix on fait des choix sur tout, et des fois c'est très frustrant parce qu'on va choisir. Par exemple de faire mourir ce personnage-là, mais évidemment il aurait pu aussi rester en vie, et derrière il y a des implications. Le livre dont vous êtes le héros me permet comme ça d'explorer beaucoup plus de scénarios différents, et donc c'est un vrai plaisir pour moi qui adore imaginer des intrigues. Quels sont vos futurs projets et quand sortiront les suites de vos séries ? Alors pour les suites, l'Archipel tome 3 sort en février prochain. Il s'appellera Altitude, ce sera donc une trilogie, donc ce sera vraiment le dernier. Mais on travaille d'ores et déjà avec mon éditeur Casterman à une suite, une nouvelle exploration de notre monde contemporain et de toutes ses failles, ses zones d'ombre. Victor sort également en février, et j'ai en projet, mes projets bien avancés, même écrits, un roman policier, cette fois-ci pour adultes, un thriller au fleuve noir, un roman qui s'appelle Ristretto et qui
va tenter de raviver le thriller économique, c'est-à-dire le thriller financier, autour d'une intrigue autour du café et des marchés de matières premières du café. Voilà, où on va aller explorer les plantations de café dans le monde, on va comprendre comment le café est commercialisé. Voilà, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps, de revenir d'abord de réécrire pour les adultes dans une collection comme Fleuve Noir, et puis de faire du thriller financier, parce que c'est quelque chose qui me semble très romanesque, hein, la bourse, le marché financier, et qui n'a pas aujourd'hui beaucoup de conteurs ou d'auteurs qui se confrontent à ça, et c'est un défi donc, que je vais tenter de relever. C'est la fin de l'émission, on se reverra, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est que la vidéo vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de lâcher un gros pouce bleu. À bientôt. Et